Le froid est arrivé sur tout le pays, mais avec les combis qu'on a aujourd'hui, c'est pas ça qui doit nous empêcher de naviguer. Dans cette vidéo, on va parler combis et je vais te partager mes conseils pour ne pas te tromper dans tes choix et t'aider à ne plus craindre le froid. Allez, on y va! Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, je vais donc aborder le sujet de la navigation en hiver et les solutions qui s'offrent à nous pour ne plus craindre le froid. On va donc parler combi, parce que ça a pas mal évolué ces derniers temps, qu'il y a des choses à dire et que c'est le nerf de la guerre. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai peut-être les accessoires pour booster les combis, mais d'abord, je voulais vous parler d'une grosse surprise. Figurez-vous que dans cette vidéo, grâce à la marque Saurouse, je vais vous faire gagner une combinaison de la marque Rochelaise à qui l'on doit le développement de l'Oysterpren. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car j'explique comment remporter cette combi à la fin de la vidéo. Donc comment choisir sa combi? La première partie, c'est d'abord de choisir la bonne épaisseur. L'idéal au niveau des combis hiver, ce serait de pouvoir en avoir deux, mais ça représente un gros budget. Aussi, je vais aborder plusieurs possibilités. En France, la combi hiver pour nos sports nautiques, c'est minimum 4,3 mm, ce qui permet de naviguer jusqu'à une dizaine de degrés sans trop se les geler, et surtout si on n'est pas trop frileux. Dans la plupart des cas, si on veut n'en avoir qu'une seule combi pour toute l'année, c'est le modèle que je conseille, quitte à la booster avec des accessoires pour les journées les plus froides, sauf peut-être pour ceux qui naviguent en manche, et qui peuvent opter direct pour une 5.3. Une 4.3 plus les bons accessoires, c'est un vrai gage de polyvalence pour descendre en température. Pour ceux qui en ont la possibilité, le nec plus ultra pour l'hiver, ce serait d'avoir deux combis. Une intégrale 4.3 et une intégrale 5.3 avec cagoule, ou alors une 5.3 et une 6.5.4 avec cagoule intégrée, selon là où on habite. Avec ça et un minimum d'accessoires, le froid, ça a vraiment plus un sujet. L'intégrale cagoule représente l'avantage de l'étanchéité ainsi que du confort au niveau du cou. Marginaux jusqu'il y a peu de temps, ces modèles se répandent de plus en plus ces derniers temps grâce au progrès du néoprène qui les ont rendus très souples et franchement pas gênants en termes de confort. Le seul truc, c'est qu'avec ces combis très épaisses, il faut absolument prendre du haut de gamme pour bénéficier d'une bonne souplesse et du coup ça coûte vraiment bonbon. Mais entre nous, si tu en as les moyens, tu ne le regretteras pas car avec ce genre de combi, le froid n'est vraiment plus un sujet. C'est d'ailleurs quasiment une règle, plus on va monter en épaisseur sur sa combi, plus le niveau de gamme sera important pour conserver de la souplesse et du confort. Autant sur les shorties et les intégrales 3.2, le niveau de gamme et donc de prix n'est pas crucial dans la performance, et donc ce n'est pas essentiel de casser la tirelire, autant sur une combi hiver en 5 mm ou 6 mm, là ça devient vraiment important pour conserver une liberté de mouvement optimale et faire durer les sessions sans se geler. Si l'on parle de budget, il existe différents niveaux de gamme et donc de prix dans lesquels choisir sa combi. Ces gammes correspondent plus ou moins à des niveaux de chaleur et de souplesse, voilà, il n'y a pas de secret. Si on parle concrètement de budget et qu'il faut caricaturer, aujourd'hui on va pas se mentir, les bonnes combis pour passer un bon hiver, ça commence aux environs de 250 €. En dessous, enfin nettement en dessous, on reste forcément sur du basique. En montant avec 100 € de plus, donc autour de 350 € et plus, on accède au modèle haut de gamme avec les meilleures mousses, des doublures conséquentes et un assemblage bien étanche. Une bonne intégrale cagoule, ça tape dans les 400 € minimum. Après, ça dépend aussi des politiques de prix des marques. Et à prix équivalent, on n'a pas toujours la même chose et il y a beaucoup d'éléments de langage dans les discours des marques. C'est pourquoi je vais te donner quelques clés pour décrypter un petit peu tout ça. Comment différencier les niveaux de gamme des combis? Avant toute autre chose, il faut comprendre que le néoprène d'une combi est constitué d'un sandwich de 3 matières. Donc, il y a un tissu interne, un jersey, une mousse néoprène au milieu et un tissu extérieur qui est bien souvent aussi du jersey. Il y a eu un moment des combis avec du néoprène lisse, j'y reviens plus tard en fait sur pourquoi on en voit un petit peu moins. Donc ces trois composants ne sont pas tous équivalents, loin de là. Ne serait-ce que les jerseys, ils peuvent avoir des propriétés d'élasticité et de résistance très différentes. Ensuite, les différents panneaux de néoprène doivent aussi être assemblés. Et il y a plusieurs manières de le faire avec des répercussions sur les performances et le coût. C'est l'ensemble de ces composants et procédés qui jouent sur la souplesse, la solidité, la chaleur du néoprène ainsi que sur son prix. Selon le niveau de gamme de la combi, la proportion de mousse et de doublure haut de gamme utilisée change. Sur une moyenne gamme à 250 €, les matériaux techniques seront souvent concentrés à des endroits ciblés. Par exemple, les bras avec le néoprène le plus souple et ou le torse avec la doublure technique, ou alors
la mousse haut de gamme sera partout, mais sans doublure et galonnage. Sur les modèles haut de gamme, les matériaux les plus nobles seront utilisés sur l'ensemble du corps, ce qui forcément influencera la chaleur, le confort, mais aussi le prix. Comme je disais, il n'y a pas de secret. Au niveau de la souplesse de la mousse, c'est assez facile à sentir au toucher sur la combi ou en l'essayant en magasin. Les détails techniques d'assemblage jouent aussi un rôle important sur l'étanchéité et toujours sur le prix, au même titre que les renforts. Par ailleurs, on remarquera aussi que les modèles haut de gamme comportent moins de couture, mais une coupe plus travaillée. L'idée, c'est de favoriser la souplesse maximale et d'éliminer les potentiels points durs. Nous avons donc parlé de la qualité de la mousse pour la souplesse, l'isolation, mais aussi le temps de séchage. Je vous propose de regarder de plus près les détails techniques tels que les doublures et les galonnages. Avec un minimum de connaissances, il y a pas mal de différences qui sont assez faciles à voir en magasin. Donc les doublures techniques, parlons-en. Une bonne doublure équivaut souvent à 1 mm d'épaisseur de néoprène en plus en termes de chaleur, sans pour autant entraver d'autant la souplesse. Leur proportion sur l'intérieur des combis compte énormément. Mais attention, toutes les doublures ne se valent pas. Du changement de la couleur du jersey pour faire croire à une doublure jusqu'à des revêtements super techniques, il y a un peu de tout sur le marché. Bon, c'est pas évident de schématiser, mais je vais essayer pour que vous puissiez vous faire votre propre idée en magasin. Sur les doublures, en théorie, et sans que ce soit une règle absolue, plus le poil est long, plus la doublure est censée être chaude parce qu'il y aura plus d'air emprisonné. Et en théorie aussi, entre les boucles fermées et les boucles ouvertes sur la doublure, la boucle ouverte est censée sécher plus vite en retenant moins l'eau. Donc c'est un avantage en termes de performance. En ce qui concerne l'assemblage et la solidité. Au niveau de l'assemblage, il existe pas mal de différences entre les combis. Sur les modèles basiques, les coutures sont souvent plates et traversent entièrement le néoprène. Ça n'est pas du tout étanche et potentiellement irritant car les fils sont apparents dans la combi contre votre peau. Donc c'est à éviter absolument, et heureusement sur les combis hiver c'est rare. Quand on monte en gamme, on a des combis cousus collés avec des coutures non traversantes qui permettent d'obtenir un ratio solidité et étanchéité au top. À ces coutures viennent s'ajouter des patchs de renfort sur les points clés pour soulager les coutures des fortes tensions et augmenter la solidité. C'est hyper important à regarder dans vos combis. Au niveau des coutures toujours, un truc qui est bien à vérifier aussi, c'est si elles sont bien arrêtées avec un point de colle. Disons que c'est quand même mieux pour la longévité parce que si le fil commence à partir, là c'est pas bon du tout. Par ailleurs, selon le niveau de gamme de la combi, vous allez aussi retrouver plus ou moins de galons sur les coutures à l'intérieur. Les galonnages ou néo-tape apportent un gain d'étanchéité et de solidité. Plus il y en a, mieux c'est, mais il faut vérifier leur souplesse. Là aussi, tous ne sont pas égaux. Sur les vrais combis haut de gamme, on ne les sent pas. La colle utilisée est aussi importante à prendre en compte pour l'impact environnemental, mais aussi pour les risques d'allergie. S'il n'y a pas de traces de colle à dépasser, c'est mieux. Sur certains modèles très haut de gamme, on peut aussi avoir un galonnage extérieur, souvent ce qu'on appelle liquid tape. Donc là, on parle d'un galonnage avec une matière issue de pétrole. Sur les derniers modèles, c'est bien car super étanche et assez souple, mais sur les anciens modèles et des modèles qui ne seraient pas forcément très haut de gamme, ça a toujours tendance à craqueler dans le temps. Donc ça, il faut bien faire attention. Je parlais tout à l'heure du néoprène lisse, qu'on appelle aussi fine mèche, est clairement plus chaud pour les pratiques assez sèches comme le windsurf sur eau plate, car il coupe vachement mieux le vent, mais en revanche, il est beaucoup moins souple et surtout beaucoup moins durable. Beaucoup de marques ont rencontré des problèmes de craquement au niveau des coutures et des ongles qui passent au travers. Du coup, la plupart des marques ont arrêté et privilégient le jersey, quitte à mettre un peu plus d'épaisseur. Maintenant, les progrès en souplesse le permettent. Après, certaines marques appliquent aussi un enduit technique à l'extérieur de certains de leurs modèles pour mieux couper le vent et réfléchir le soleil. C'est une sorte de compromis. Parlons maintenant des fermetures. Au niveau du choix de la fermeture, entre les back zip, les chest zip ou les no zip, le plus important ce sera d'abord de vérifier la qualité du zip en lui-même. S'il est gros, métallique et que c'est un YKK, alors c'est bon. Sur les combis haut de gamme, normalement vous aurez le plus souvent un zip aux dents décalées pour une meilleure étanchéité. Après, en ce qui concerne les familles de fermetures, le back zip est le plus courant, le plus facile à enfiler. Il a une ouverture du coup ajustable, ce qui est un point important à prendre en compte. Sur les combis à partir du milieu de gamme, le back zip est bien étanche grâce au rabat dorsal et il n'est pas si inconfort que certains veulent le faire croire. Déjà, si on porte un harnais dans le dos, d'avoir une fermeture éclair, ça ne va pas changer grand chose en termes de liberté. Le front zip, celui qui se rabat de manière symétrique par-dessus la tête, est clairement le moins étanche.
Le chest zip qui lui est comme ça, là, comme ici. Celui-là, il est pas mal, il permet une grande souplesse dans le dos, mais conserve une assez large ouverture d'un côté sur l'épaule qui peut potentiellement compromettre parfois l'étanchéité. C'est un zip qui est plutôt à la mode. Enfin, le zip free présente une ouverture encore plus large sur l'épaule, donc c'est sans doute pas le plus étanche, mais en revanche, il offre la liberté maximale. Attention, car avec front zip, chest zip et no zip, la taille du col n'est pas ajustable. Si on a un cou atypique, il faut y prêter attention. L'enfilage demande également un peu plus de souplesse au niveau des épaules qu'avec un back zip. J'arrive maintenant au choix de la taille. Choisir une combi à la bonne taille, c'est important pour le confort et la chaleur. Si on a une pratique où on est beaucoup mouillé, type surf, kite ou windsurf dans les vagues, il faut la combi la plus ajustée pour la chaleur. Il ne faut pas de poche d'eau. C'est tout ce qu'on veut éviter. Si on a une pratique assez sèche, comme en windsurf slalom sur eau plate, on peut se permettre d'avoir une combi un peu plus ample. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande, mais juste un peu moins ajustée pour gagner un petit peu en confort. Surtout, par exemple, si on transpire un peu, ce qui peut arriver dans les pratiques où on ne tombe pas beaucoup à l'eau. Désormais, il existe beaucoup de tailles intermédiaires pour s'adapter à toutes les morphologies. Si le shop n'a pas en stock la taille parfaite pour vous, alors ça vaut le coup de commander et d'attendre une semaine pour vraiment avoir la taille parfaite. Avant de vous expliquer comment gagner la combi Sorous, je vais faire une petite parenthèse sur le côté environnemental. Parce que l'impact environnemental des combis est un sujet d'actualité. Entre limestone, oysterprène, bioprène, etc., on entend un petit peu de tout. Donc historiquement, il faut bien comprendre que le néoprène, c'est un dérivé du pétrole. Depuis quelques années, le limestone a été utilisé par la majorité des marques à un certain pourcentage dans la constitution de la mousse qui de toute façon conserve toujours une partie à base de pétrole. Le problème, c'est que pour faire le limestone, l'extraction de la roche dans les mines est aussi très polluant. Donc des essais ont été faits à partir de sève d'arbres aussi, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants en termes de performance. L'Oysterprène, développé par Sorous, mais qui va être adopté par des concurrents prochainement, utilise des coquilles d'huîtres pour remplacer le calcaire issu de la roche et pour présenter un bilan écolo moins catastrophique. De même, renseignez-vous sur les cols utilisés pour l'assemblage des combis, sur les composants, des doublures, etc. Je ne vais pas vous saouler avec ça trop longtemps, mais certaines sont faites en partie à partir de polyester recyclé par exemple. Voilà, j'ai essayé de ne pas faire trop long, mais c'est un sujet où il y a plein de choses à dire, alors j'ai un peu traîné. Arrive maintenant le moment tant attendu de vous expliquer comment remporter la combi Sorous. Alors c'est très simple, il te suffit de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous avec une bonne raison de naviguer en hiver, même quand ça caille. Si ça peut participer à motiver d'autres personnes, eh ben, je serai encore plus content. Et si tu veux encore augmenter tes chances d'être tiré au sort, je te demande aussi de t'abonner à mon compte Instagram, dont les détails sont écrits sur l'écran. Donc le vainqueur de la combinaison sera tiré au sort d'ici un mois. Donc bonne chance à toi et j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. Allez, pour finir, je t'invite à regarder ma vidéo du jibe en windsurf ou en wing, foil ou en kite qui te sont proposés ici pour terminer la vidéo. Tombez moins, ça aide à naviguer plus longtemps quand ça caille, alors prenez ces conseils et puis régalez-vous sur l'eau. Merci de votre fidélité et à très vite pour une nouvelle vidéo.